Bonjour les élèves de TS1. Bon, j'ai laissé tomber la classe virtuelle parce que j'ai une connexion internet très très mauvaise chez moi. Donc je vais essayer de faire autrement en vous commentant un petit peu les cours. Donc là, on va voir le chapitre 16 sur les dosages. J'espère que le chapitre 15 sur les acides bases est à peu près compris avec l'acide et la base selon Bronsted, la capacité qu'a une espèce à capter ou à céder un proton, c'est-à-dire un ion H+. Donc là, on va continuer maintenant sur les dosages, qui est un chapitre assez important, qui tombe souvent au bac et aux ECE. Alors après, je ne sais pas s'il y aura un vrai bac et si on passera les ECE, mais en tout cas, on continue. Alors, le premier type de dosage, c'est le dosage par étalonnage. Donc c'est dans le cas où vous avez une grandeur qui est proportionnelle à la concentration. Alors, on a déjà vu, vous avez vu en première, pour l'absorbance. Vous savez que l'absorbance, dans le cas de solutions diluées, est proportionnelle à la concentration. Donc là, par exemple, vous avez plusieurs solutions dont vous connaissez la concentration et vous allez tout simplement mesurer l'absorbance. Donc là, on imagine que, alors on va noter, voilà, que cette première solution diluée, voilà, elle a une concentration par exemple à 0,1 mol par litre, et elle a, alors si c'est l'absorbance, une absorbance qui serait de 0,2. Ensuite, on pense à une deuxième solution dont on connaît la concentration, à savoir 0,2 mol par litre, et on mesure l'absorbance avec un spectrophotomètre. On fait de suite avec une solution plus concentrée, à 0,3 mol par litre, puis à 0,4, et ensuite à 0,5. Alors, quel est l'intérêt? Vous avez des solutions dont vous connaissez déjà la concentration. Donc, grâce à la fameuse loi de Beer-Lambert pour l'absorbance que je vous montrerai après, eh bien, vous savez que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Donc, vous mesurez l'absorbance des différentes solutions et vous tracez ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage que vous avez ici. Voilà. Maintenant, imaginez une solution inconnue, ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez son absorbance. Voilà. Alors l'absorbance, vous la mesurez, elle vous donne, elle est égale à ceci. Voilà. Et ensuite, eh bien, grâce à la courbe d'étalonnage, vous allez en déduire sa concentration. Voilà. Donc forcément, l'intérêt, c'est d'avoir une courbe d'étalonnage qui est assez bien faite. Donc faire attention lorsque vous allez préparer vos solutions. Et l'idéal, c'est d'en faire plusieurs avec différentes concentrations. Voilà. Alors ça, c'est valable pour l'absorbance, puisque vous avez la fameuse loi de Beer-Lambert qui vous dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Le coefficient de proportionnalité, vous savez, il dépend du coefficient d'extinction molaire ainsi que de la longueur de la cuve. Donc en général, nous au laboratoire, on travaille avec des cuves de 1 cm, mais plus la cuve sera longue, forcément, plus l'absorbance sera importante. Vous avez également la possibilité de tracer cette courbe d'étalonnage avec la conductivité. Alors, ça signifie quoi? Lorsque vous avez des solutions ioniques qui contiennent des ions, donc les ions sont responsables de la conductivité dans une solution. Et plus la concentration de la solution est importante, enfin des ions importantes, plus sa conductivité est importante. Voilà, plus ça conduit le courant. Donc vous pouvez refaire la même chose, non pas avec cette fois-ci avec des solutions ioniques, et vous allez mesurer la conductivité. Donc là, vous aurez en ordonnée la conductivité et en abscisse la concentration. Donc même principe, on part avec des solutions dont on connaît la concentration, on mesure la conductivité et ensuite on fait la courbe d'étalonnage. Et ensuite, dernière étape, on a une solution de concentration inconnue, on va mesurer sa conductivité et une fois la conductivité trouvée, mesurée, eh bien on va pouvoir en déduire la concentration. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dosages par étalonnage. On va passer maintenant au dosage par titrage. Donc la définition, je la lis. L'objectif, c'est de déterminer la concentration d'une solution. Donc une solution inconnue qu'on appelle la solution titrée, qui sera là en l'occurrence dans le bécher. Et pour cela, on va s'aider d'une solution dont on connaît déjà la concentration, qu'on appelle la solution titrante. Alors, globalement, dans la burette, vous mettrez
la solution dont vous connaissez déjà la concentration, ce qu'on appelle la solution titrante, et dans le bécher ici, vous mettrez la solution de concentration inconnue, la solution titrée. Alors en général, en laboratoire, on prélève un certain volume de solution titrée et ensuite on rajoute de l'eau pour mettre les appareils dans le bécher. Voilà. Donc pour que cette réaction de titrage soit possible, en tout cas pour que ce dosage soit possible, il faut absolument que la réaction soit totale. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez introduire une goutte de votre réactif titré, il réagit automatiquement avec la solution A, la solution à titrer. Il faut que cette réaction soit rapide, donc instantanée, et unique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de réactions multiples intermédiaires. À l'équivalence, c'est-à-dire lorsque les deux réactifs auront totalement disparu, c'est ce qu'on appelle le mélange stoichiométrique. Je vais y revenir un petit peu après. Alors, si on prend un tableau d'avancement, alors on imagine que vous avez la solution titrante qu'on appelle solution B ici, dans la burette, et la solution titrée dans le bécher, la solution A. Alors au départ, avant l'équivalence, au départ, vous avez versé aucune goutte de la solution B. Donc en fait, avant l'équivalence, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement votre solution A qui est en accès. Voilà. Et vous avez 0 mol de la solution B. Maintenant, vous ouvrez ici la burette et vous faites tomber goutte à goutte. Eh bien, tant que vous n'êtes pas arrivé à l'équivalence, c'est-à-dire tant que la solution B n'a pas totalement réagi avec la solution A, eh bien, vous avez toujours forcément plus de solution A. À l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez introduit un certain volume de la solution B qui a totalement réagi avec la solution A. Ça veut dire que, eh bien, si on considère les réactifs A et B, ils ont totalement disparu. Donc, à l'équivalence, eh bien, on a ce qu'on appelle un mélange stoichiométrique, comme je l'ai écrit ici. Eh bien, vous n'avez plus aucun des deux réactifs. Une fois que vous passez l'équivalence, donc vous continuez à rajouter de la solution titrante B, eh bien dans ce cas-là, eh bien vous avez uniquement le réactif B qui apparaît. D'accord? Puisque la solution A a totalement réagi. Voilà. Donc à l'équivalence, eh bien la quantité de matière de la solution A divisée par son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de la solution B divisé par son coefficient stoichiométrique. Alors, bien souvent, vous travaillerez sur les solutions où le coefficient stoichiométrique A et B est égal à 1. Donc, ça sera plus simple, vous aurez Na est égal à NB. D'accord? Mais là, j'ai pris le cas générique. Donc ça, c'est un dosage par titrage. Voilà. Donc, vous serez amené, par exemple, si vous avez si vous devez passer le bac tel quel, j'ai des doutes, eh bien, vous aurez à savoir, par exemple, refaire le schéma de ce montage. Donc, à savoir représenter une burette, ici. Donc, à l'intérieur, vous indiquerez que c'est le réactif titrant, c'est-à-dire qu'on connaît la concentration. Et dans le bécher, ça sera la fameuse solution attitrée, solution titrée de concentration inconnue. Donc on utilisera bien souvent un agitateur magnétique à un barre augmenté tout simplement pour homogénéiser la solution, faire en sorte qu'à chaque fois qu'une goutte de la solution B tombe, eh bien ça puisse réagir de manière homogène. Voilà. Alors, vous avez le titrage colorimétrique, qui peut d'ailleurs se coupler avec un dosage. À savoir qu'à l'équivalence, vous allez pouvoir repérer l'équivalence grâce à un changement de couleur. Alors par exemple, lorsque vous avez un titrage réaction acide-base, on va utiliser un indicateur coloré qui va réagir en fonction du pH. Donc si on connaît la valeur à laquelle le pH, quelle est la valeur du pH, excusez-moi, au niveau de l'équivalence, on va adapter son indicateur coloré. Donc voilà, donc le changement se fait goutte à goutte, c'est-à-dire que lorsque vous allez arriver proche de l'équivalence, il faudra verser goutte
après goutte. Donc en général, lorsqu'on fait un dosage en laboratoire, on fait d'abord ce qu'on appelle un dosage grossier. On verse jusqu'à déterminer approximativement le volume à l'équivalence, et une fois qu'on l'a trouvé, d'accord, imaginez que vous avez versé, je sais pas moi, 13 millilitres de solution titrante, vous avez versé 13 millilitres, et bien ça c'est le premier dosage grossier. Le deuxième, lorsque vous allez arriver à 11 millilitres, 11 à 12, vous allez verser goutte à goutte, d'accord, jusqu'à obtenir le changement de couleur. Voilà. Donc ça, c'est un dosage colorimétrique que l'on fait très souvent aux ECE puisque c'est beaucoup plus rapide à faire que les autres. Alors, pour le titrage pH métrique, imaginez qu'ici, vous avez l'acide éthanoïque qui réagit avec de la soude pour se former un ion éthanonate et d'eau. Donc là, au départ, vous avez... Attendez, excusez-moi, j'ai mon fils qui fait du bruit. Ok, je reprends. Ne rigolez pas dans vos chaumières. Donc voilà. Donc au départ, ça c'est la solution titrée et la solution titrante. Donc celle dont on ne connaît pas la concentration. Donc elle est au départ dans le bécher. Et comme c'est un acide, forcément, vous avez un pH qui est assez bas. Donc je précise qu'il faut forcément dans le bécher mettre une sonde pH métrique. Ensuite, vous allez rajouter goutte à goutte votre soude. Donc forcément, le pH va augmenter. Là, ici, vous êtes avant l'équivalence. Lorsque vous allez arriver à l'équivalence, vous allez avoir ce qu'on appelle un saut de pH. Puisque à l'équivalence, ça sera ici, eh bien, tout votre acide aura réagi avec votre soude. Et après l'équivalence, en fait, eh bien, ça sera totalement réagi. Donc ce que vous allez rajouter, c'est la soude, donc le pH va augmenter. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle la méthode des tangentes. Donc je vais essayer de vous montrer ça avec une petite animation. Voilà, donc voilà, c'est la même chose. Donc la méthode des tangentes, tout simplement, une fois que vous avez tracé votre courbe de pH métrique, alors je vais faire pause. Voilà. Voilà. Donc vous tracez les deux tangentes ici aux asymptotes, d'accord, le saut inférieur et le saut supérieur. Donc il suffit juste que les deux droites soient tangentes. Et ensuite, vous allez tracer la médiane entre ces deux tangentes. Voilà, donc vous tracez la perpendiculaire. Voilà. Vous mesurez la distance. Voilà. Et vous allez tracer une troisième droite qui va être parallèle et qui va couper ici la courbe et vous donner directement le volume à l'équivalence. Vous pouvez d'ailleurs en déduire aussi le pH à l'équivalence ici en lisant sur le côté qui correspondrait, dans mon cas de figure, à un peu moins de 8 de pH. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des tangentes. Voilà. Donc je vais sortir ça. Vous avez également le dosage conductimétrique, le dernier, qui est au niveau expérimental le plus simple à réaliser. Je m'explique. Là, en l'occurrence, on va faire réagir de la soude avec de l'acide chlorhydrique. Voilà. Donc dans la soude, vous avez forcément des ions. Donc la conductivité dans la soude sera liée aux ions sodium Na+, et aux ions hydroxyde OH-. Et vous allez faire réagir donc la soude avec de l'acide chlorhydrique. D'accord ? L'acide chlorhydrique contient les ions oxonium, H3O+, que vous avez vu dans le chapitre précédent, et les ions chlorure. Donc en l'occurrence là, c'est une réaction acido-basique, donc c'est la base ici, OH- qui va réagir avec l'acide H3O+. Donc l'acide conjugué de l'ion hydroxyde, ça va être l'eau, H2O, voilà. Et la base conjuguée de l'ion oxonium, ça sera également de l'eau. Donc qu'est-ce qui va se passer? Avant l'équivalence, au départ, vous avez votre soude, que la soude. Donc la conductivité, elle est liée tout simplement à la quantité d'ions H- et d'ions Na+. Lorsque vous allez commencer à verser votre acide chlorhydrique, vous allez rajouter d'autres ions. Donc systématiquement, les ions oxonium vont réagir à les ions hydroxyle, d'accord? Et comme vous allez tout simplement
diminuez la quantité d'ion hydroxyle, vous avez sa conductivité qui va descendre. Même si vous rajoutez à chaque fois des ions chlorure, qui sont ce qu'on appelle les ions spectateurs, qui ne réagissent pas, eh bien, le coefficient de conductivité des ions chlorure étant plus faible, ça continue à baisser, comme ceci. Voilà. Lorsque vous arrivez à l'équivalence, voilà, eh bien, après l'équivalence, vous allez avoir une remontée, qui est tout simplement due au fait que, après l'équivalence, vous avez fait réagir tous vos ions hydroxyle ici, et il vous reste que l'acide chlorhydrique que vous rajoutez. Donc vous augmentez tout simplement la conductivité. Et donc là, c'est encore plus simple pour déterminer tout simplement le volume à l'équivalence. Il va falloir tracer tout simplement les dos de droite tangentes ici à vos deux courbes, que je vais essayer de vous faire. Donc là, j'ai raté mon coup. Voilà. Vous tracez la première droite. Alors vous faites ça avec une règle, bien sûr. Vous tracez la deuxième droite. Vous faites ça avec une règle. Voilà. Et votre volume à l'équivalence, vous allez l'obtenir ici, le lire directement sur la courbe. D'accord. Alors moi, ça correspondrait, avec mon graphique, à peu près à 13,5 ml. Voilà. Le gros avantage de ce titrage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs mesures proches d'équivalence. Il vous faut quelques mesures avant l'équivalence, quelques mesures après. Donc c'est le titrage le plus pratique à faire en laboratoire. Voilà. J'espère que j'ai été clair et que mes enfants ne vous ont pas trop dérangé. Voilà.